Bienvenue à cette 5e saison de Hockey le Magazine. Jasmin Leroux à mes côtés. Salut, Bonjour, Danny. Jasmin. Et Mathieu Gravel, qui est le spécialiste sur glace avec moi cette année. Alors, parle-nous un petit peu, Mathieu, de tes enseignements. Comment les jeunes vont bénéficier de tout ce qu'on va voir cette année? On va travailler beaucoup sur les techniques individuelles, OK. que ce soit au niveau patinage, gestion de la rondelle. Un gros accent sur les défenseurs pour apporter de l'offensive, mais aussi un clin d'œil pour les attaquants. Les défenseurs, on aime ça. Et le 4e attaquant fait partie de l'équation de discussion offensive maintenant. Alors, de ton côté, Jasmin. On va rencontrer encore une fois plusieurs intervenants du monde du hockey, notamment avec le Rocket de Laval, le club école du Canadien de Montréal, également au niveau du hockey Midget 3. On Scout Challenge CCM au mois de décembre Oui. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous pourrez ensuite voir ça tout au long de l'hiver. Et nos collaborateurs des dernières années sont là également. Donc, Éric Dupont du trio hockey pour la capsule équipement, Ève Crépeau, nutritionniste sportive, le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont. Oui. On a aussi parlé à des préparateurs physiques parce qu'on a laissé la place à ça cette saison. Stéphane Dubé, je l'ai rencontré notamment. Toi aussi, tu en as rencontré des préparateurs physiques. Oui, en fait, j'ai rencontré Pierre Allard qui nous parle de l'importance de transférer ce qu'on apprend en gymnase, ce qu'on acquiert en gymnase et de l'amener sur la patinoire. Hockey le Magazine, c'est parti. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On a le plaisir encore cette année de recevoir M. Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Merci d'être avec nous, M. Ménard, encore une fois. Ça fait plaisir. Cette année, M. Ménard, vous avez un gros changement quand même, il faut le dire. Le niveau novice, donc le premier niveau après le MAC, devient demi-glace en espace restreint. Je sais que c'est le mot que vous aimez beaucoup à Hockey Québec, le jeu en espace Oui, restreint. effectivement, oui. Donc, c'est plus du pleine glace. Parlez-moi un peu d'abord de ce gros changement cette saison. On l'attendait, ça fait quelques années, je pense que vous en parliez quand même. là. Oui, effectivement. Le début, en fait, le tout début vient de Hockey Canada, il y a maintenant 2 ans, auquel le projet d'avoir un novice qui était demi-glace, qui se fait dans toutes les autres, les autres sports, si on veut. Toutes les, De jouer en espace restreint. Exactement. Ouais, tous les sports se sont adaptés à l'âge de l'athlète. Donc, oui, effectivement, ça fait 2 ans que ça a débuté. Et nous, on a débuté avec des projets pilotes. L'année passée, l'année d'avant, à travers le Québec. L'année passée, on avait 3 projets pilotes. Et le but était de voir ce qu'on a à corriger, ce qu'on a à mettre en place. Et oui, effectivement, le travail a été fait sur le terrain, mais depuis maintenant 2 ans. Et quand on compare justement au projet pilote, est-ce qu'il y en a eu des différences entre les projets pilotes et ce qu'on a appliqué maintenant cette année? Finalement, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez corrigées pour la première application officielle cette année? Oui, oui, au niveau du temps de jeu, exemple, d'avoir des périodes, pas qu'il y ait de perte de temps, que le jeune puisse embarquer sur la glace et au niveau des mises en jeu, juste de s'assurer que ça soit, que ça soit déroulant, c'est-à-dire que ça fonctionne. Ça se passe bien. Oui, que ça se passe bien. Oui, effectivement, on a ajusté des choses, oui. Et un des gros enjeux aussi qu'il avait à parler, c'était la réponse des parents, du public en général, mais des parents. Je sais que ça aussi, ça faisait partie de l'enjeu. Comment ça s'est passé quand vous avez présenté le projet aux organisations de hockey mineur un peu partout au Québec, la réponse des parents? En fait, je dirais que d'adapter l'espace de jeu, comme je mentionnais tantôt, ça se fait dans tous les sports. Donc, on part de cette prémisse de base-là, ça se fait. Donc, les gens sont quand même habitués à ça. Même à l'école, en bas âge, c'est pas les mêmes pupitres, pas les mêmes que pour les plus vieux. Donc, ça, les gens comprennent ça. Les gens comprennent aussi que ça se faisait à l'extérieur. Ça se fait en Europe depuis des années. On est toujours là à se comparer à ce qui se fait en Europe versus, surtout dans les pays scandinaves, versus ce qui se fait ici au Québec, ainsi de suite. Ça se fait là depuis des années. Et c'était quand même endossé par les connaisseurs. Les connaisseurs de hockey reconnaissent qu'un jeune qui joue en espace restreint fait en sorte d'améliorer ses habiletés, fait en sorte d'améliorer la lecture de jeu et fait en sorte que le jeune compétitionne et le jeune s'amuse. Parce que le jeune compétitionne, s'amuse. Donc, ceci étant dit, au niveau des parents, il y a un groupe de parents, c'est-à-dire que c'est surtout les jeunes qui, dans les premières années, c'est-à-dire l'année passée, ont joué novice pleine glace.
Et là, ça se passe aux demi-glaces. Ce qu'on attendait des parents, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils perdaient quelque chose. Ils avaient l'impression que c'était un recul, c'était un pas en arrière pour eux, sachant qu'à la division à tombe, ils vont jouer plein de glace. Ce qu'on répond à ça, nous, c'est effectivement que de passer, c'est-à-dire que de passer du plein de glace au demi-glace n'a pas d'inconvénient. Et que le jeune, définitivement, va s'améliorer au niveau de ses habiletés, va s'améliorer au niveau de sa lecture de jeu et au niveau du patin. Moi, personnellement, j'ai été sur le bord de la bande, si on peut dire, l'année passée pour des projets pilotes, où est-ce que j'ai vu la vitesse à laquelle ça jouait. Ça va beaucoup plus vite en demi-glace. Beaucoup plus vite, beaucoup plus... ils doivent repérer ses coéquipiers, faire des jeux et beaucoup plus de tirs au but. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper aussi, que les jeunes touchent à la rondelle plus souvent en étant dans une demi-glace que lorsqu'on est sur une pleine glace. Le jeune a peut-être plus de chances de vraiment participer au jeu. Effectivement. Si on regarde il y a quelques années, ou même l'année passée dans certains endroits, auxquels que le jeu novice était sur pleine glace, il y a toujours une partie près de la rondelle, un groupe de joueurs près de la rondelle et un groupe de joueurs qui est beaucoup plus éloigné. Et on sait tous que le champ de vision n'est pas si grand que ça. Donc, d'avoir tous les joueurs dans un espace restreint fait en sorte que définitivement, ils s'améliorent au niveau, surtout dans la lecture de jeu, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression qui se fait sur eux. Des joueurs qui essayent de récupérer la rondelle et il y a des jeux qui doivent se faire. Donc, c'est un avantage. Et ce que je dirais aux parents qui ont cru que c'était une perte pour eux cette année, la réponse est non. Vous allez voir, soyez patients, vous allez voir ce qui se passe sur la glace et vous allez voir que les jeunes ne perdent pas absolument pas. Bien, on va surveiller ça cette saison. Merci beaucoup, M. Ménard. Oui, bien, c'est un plaisir. Les Devils du New Jersey, Piquet Souban affrontera le Canadien de Montréal cette semaine. Toujours un affrontement qu'on surveille avec beaucoup d'attention. Piquet a aussi affronté en 2 occasions son frère Malcolm Souban, gardien des Golden Knights de Las Vegas. Cette semaine, au quiz de la semaine, on vous demande combien de victoires Piquet Souban a-t-il amassé contre son frère Malcolm? Est-ce A, aucune, B, une ou C, 2? La réponse après la pause. Alors, on vous demandait avant la pause combien de victoires Piquet Souban avait-il amassé contre son frère Malcolm des Golden Knights de Las Vegas. La réponse est B, une victoire. Et elle a été amassée lors du 2e affrontement entre les frères, c'était en 2018. Malcolm avait remporté le premier match. Et lorsque Piquet l'a emporté, c'était la 10e fois de l'histoire que 2 frères s'affrontaient, d'un joueur et un gardien. On a le plaisir cette semaine de recevoir à Hockey le Magazine Samuel Blais, champion de la Coupe Stanley. C'est maintenant ça fait partie de ton titre, un peu comme on dit quand on va te présenter pour le reste de ta vie maintenant. C'est champion de la Coupe Stanley, tu l'as gagné en 2019, il y a quelques mois avec les Blues. Regarde, parle-moi d'abord un peu de l'été que tu as eu, de cette période tout à fait incroyable que tu as vécue. Ah, ben tu sais, c'est sûr, ça a été, c'est une été courte quand même. Je m'en retourne déjà bientôt à Saint-Louis, mais tu sais, on a fini tard, mais ça en a valu la peine. Puis on a gagné la Coupe Stanley, puis comme je t'ai dit, c'est le rêve de tout jeune qui joue au hockey d'un jour gagner la Coupe Stanley. Puis moi, j'ai eu la chance de le faire cette année, puis je pourrais pas demander mieux. Est-ce que ça t'arrive parfois de prendre conscience du fait qu'il y a des joueurs qui vont travailler toute leur vie pour la gagner, la Coupe Stanley, puis que tu as réussi à ta première année comme ça à arriver, puis à la gagner avec une équipe qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle la gagne, la Coupe Stanley? C'est une histoire quand même particulière, celle que tu as vécue. Oui, tu sais, en demi-finale, je jouais contre Joe Thornton. Ça fait comme presque 20 ans qu'il joue dans la Ligue. Puis, que tu le regardais, probablement? Je le regardais quand j'étais jeune, puis lui, il l'a pas gagné une fois. Puis moi, à ma première année dans la Ligue nationale, j'ai eu la chance de gagner ça. Fait que c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, je le réalise aussi que ça n'arrivera pas à chaque année. Fait que quand ça arrive, il faut en profiter. Là. Si on reparle un peu de l'année que vous avez eue, les Blues, c'est une histoire qu'on va se rappeler. On va faire un documentaire un jour sur l'histoire des Blues de cette année-là. Vous étiez dernier dans la Ligue nationale. Je pense le 3 janvier ou le 4 janvier, vous étiez dernier. Finalement, se rendre jusqu'à 2-1, faire les séries, c'était déjà un bel accomplissement par rapport à ce que vous aviez vécu. Là, de gagner ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 3 janvier et le 20 juin avec cette équipe-là? Je pense que c'est juste la confiance dans le groupe. Au début de la saison, on était un peu peut-être stressé. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs comme O'Reilly est arrivé, Pat Maroon était là. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Tyler Bozak, David Perron est revenu aussi. Peut-être que les gars étaient un peu trop stressés. Puis, mais non, après ça a vraiment bien été. Il y a eu le changement de coach aussi qui a fait du bien à l'équipe. Puis
à partir de là, je pense que ça a été là l'élément déclencheur. Puis je pense que les gars, on a pu regarder en arrière après, puis on a juste foncé de l'avant. Avec ta communauté, celle d'où tu viens, à Montmagny, dans la région de Québec, tu as eu la chance de pouvoir vivre la parade de la Coupe Stanley que tous les joueurs ont. Tu l'as amené dans ta région, la Coupe Stanley. Parle-moi un peu de comment tu as vécu cet événement-là, que je suis à peu près certain qu'il y a un an, tu ne pensais pas que tu allais le vivre l'été suivant. Non, je pensais vraiment pas que j'allais soulever la Coupe Stanley cet été. Puis, mais non, c'était vraiment un événement incroyable à Montmagny. Les gens, ils m'ont toujours supporté là-bas, puis ils ont toujours été présents pour moi. Ils m'encourageaient, puis tout. Puis de ramener la Coupe Stanley par chez nous, c'était de quoi qui était important pour moi. Puis de partager avec ma communauté, comme tu as dit, c'était de quoi qui était très important pour moi. Puis ça a vraiment été une journée incroyable, puis je pense que ça a été parfait. Là. Tu parles des années précédentes un peu. C'était quoi, selon toi, l'élément déclencheur? Peut-être celui qui a fait chavirer d'un côté ou de l'autre, puis qui t'a permis de te rendre où tu es maintenant pour y arriver? Bien, je pense que ça a commencé junior majeur. J'avais eu des bonnes années à 18-19 ans, puis junior, puis j'étais arrivé dans la Ligue américaine. J'avais eu une très bonne saison aussi à ma première année, puis c'était mon coach dans la Ligue américaine ma première année, s'est rendu de coach à Saint-Louis maintenant. Fait que, pour moi, c'est facile de jouer pour lui. Je sais qu'est-ce qu'il veut de moi, puis c'est juste facile. J'ai plus de confiance, puis je fais juste jouer ma game un peu. Puis c'est sûr que des fois, il y a des critiques un peu, mais qui font partie de... Ouais, qui font partie de l'apprentissage. Puis je pense qu'on travaille bien ensemble les deux, puis il est vraiment bon avec les jeunes, puis avec les vétérans. Là. En terminant, je te demanderais un souvenir d'après toi que tu vas garder de tout ça. Est-ce que c'est la dernière seconde quand vous gagnez? Est-ce que c'est la parade à Montmagny? Quand tu vas te rappeler dans 50 ans de la Coupe Stanley, ça va être quoi le souvenir? C'est sûr, la parade à Montmagny, ça va être dans le top, mais je pense que la parade à Saint-Louis, c'était incroyable. Il y avait tellement beaucoup de personnes, puis ça a tellement été une belle semaine après qu'on a gagné. Les fans là-bas sont vraiment fiers de leur équipe, puis c'était vraiment le fun pour nous, les joueurs, de pouvoir fêter ça avec eux. Puis c'était vraiment... Les jours après qu'on a gagné, je peux même pas décrire comment c'était. C'était magique pour vrai. Bien, bonne chance pour cette saison et pour les prochaines qui vont arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, bienvenue à ce nouveau segment. Mais je fais une blague, mais c'est pas un nouveau segment parce que les habitués de l'émission savent très bien qu'on avait un segment très particulier sur l'équipement de hockey, comment choisir son équipement de hockey. Puis on est accompagné d'un expert, Éric Dupont, qui va nous guider un petit peu dans nos sélections. C'est présenté par Trio Hockey. Mais c'est qui ce Trio Hockey? Trio Hockey, c'est un regroupement de magasins au Québec. On a un petit peu plus que 25 magasins. Donc, c'est Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. On est vraiment les spécialistes du hockey au Québec. Bien, ça donne bien que vous soyez les spécialistes du hockey parce que c'est avec ça que je vais commencer, le hockey. Je suis allé chercher là, dans votre présentoir quelques bâtons. Il y en a qui ont retenu mon attention plus particulièrement. Celui-ci, le Viper, est quand même assez particulier, entre autres à cause de son poids. Exact. C'est un bâton, c'est le nouveau Vapor Flylight de Bauer qui pèse 390 grammes, donc il est vraiment léger. C'est un appareil chirurgical. Exact. Non, mais c'est dans la précision. Écoute, les joueurs aiment les bâtons qui réagissent bien. Alors, la légèreté, c'est quand même un facteur super important maintenant, plus que jamais. Oui, c'est très important. Puis, Bauer, cette année, ils ont ramené une technologie. Bien, pas ramené plutôt. Ils ont plutôt amélioré une technologie de Easton qui était un profil elliptique, donc qui est un petit peu arrondi avec une technologie qui s'appelle ACL, donc Advanced Carbon Layering. Donc, c'est plusieurs couches de carbone, une par-dessus l'autre, qui font le bâton. Et puis, ça le rend très léger. Donc, à 390 grammes, c'est parmi un des bâtons les plus légers qu'on a. Léger, mais est-ce qu'il y a de la résistance? Parce que je regarde la palette, là, ça a l'air quand même d'une palette assez résistante, malgré tout. Exact. Légèreté ne veut pas nécessairement dire moins résistant. En fait, c'est juste plus performant. Puis la durabilité, il n'y a aucun doute que c'est un bâton aussi durable qu'il y avait dans le passé. Celui-ci avait retenu mon attention pour la légèreté, et c'est vraiment le cas. Puis celui-ci, c'est pour la rigidité de la palette, puis aussi pour son propriétaire, Ovechkin. Exact. Entre autres, Alexandre Ovechkin, donc un joueur qui a un tir assez puissant et précis, utilise le nouveau AS2 Pro depuis le début de la saison cette année. Caractéristique, une palette plus rigide. On le sait que c'est un joueur qui aime avoir des bâtons plus courts
Et donc, ça met énormément de pression sur la palette au moment où tu décoches ton tir. Tu as moins de flex dans ton bâton lorsqu'il est plus court, évidemment. Donc, la palette est beaucoup plus résistante. Tu m'as parlé de la caractéristique. Si tu veux me le répéter, s'il te plaît. Exact. La palette est plus résistante que les bâtons Jet Speed et Ripcore, mais tout aussi durable. Éric, très bonne explication pour celui-ci, mais mon dernier choix, le Warrior, c'est quand même un bâton. Encore une fois, je suis toujours interpellé par les utilisateurs, les joueurs qui aiment le bâton et pourquoi ils l'aiment. Bon, Thomas Tatar du Canadien utilise ce bâton et Johnny Gaudreau. Exact. Puis on sait que Tatar, l'année dernière, il y a eu une saison quand même exceptionnelle. À son arrivée au Canadien, il a fait 25 buts, si ma mémoire est bonne, avec un bâton de la série Alpha de Warrior. Et c'est un bâton qui réagit énormément. C'est un bâton pour les joueurs qui aiment décocher leur tir rapidement. Donc, au niveau du flex, au niveau de la grosseur du manche aussi, ça semble être un manche, dans certains cas, certainement dans le cas de Gaudreau, qui n'a pas la même dimension tout à fait. Exact. L'ergonomie est un petit peu différente que d'autres bâtons que la famille Cover de Warrior. Donc, des joueurs comme Gaudreau peuvent la prise de main dans le bâton, elle va se faire très bien. Et c'est un bâton qui est réactif. Donc, souvent, on dit aux joueurs, les jeunes doivent apprendre à décocher leur tir simplement en transférant leur poids, puis des fois, même sur la mauvaise jambe. Donc, d'être capable d'aller chercher de l'explosion, même quand tu es sur la mauvaise jambe pour décocher ton tir. De là, l'importance du flex, du bâton, de la réaction. Bien choisir le point, la flexion du bâton selon le type de joueur. Puis ce bâton-là, comme tu dis, pour dégainer rapidement, c'est parfait. Merci beaucoup, Éric. Puis moi, je suis un gars assez de concept. Fait que trio hockey, je marche par trio. Fait que la semaine prochaine, j'aimerais ça encore te montrer 3 nouveaux bâtons. Parfait. J'aimerais ça tes commentaires aussi. Ici Pierre-Luc Dubois. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Alors, bonjour Mathieu. Cette semaine, quand même assez intéressant de la prise d'information parce que, bon, c'est un peu comme conduire ton auto. Quand tu conduis, tu regardes devant, mais il faut que tu aies quand même une vision périphérique, que tu sois au courant de ce qui se passe autour de toi. On appelle ça les angles morts. Oui. Parce que exactement, tu récupères la rondelle, il faut que les angles morts soient... Tu as pris la photo avant. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on focus sur la rondelle. On récupère la rondelle. On oublie ce qui est autour. Exactement. Puis là, on se tombe en réaction par rapport à ce qui va se passer. Versus, si je vais vers la rondelle, je regarde au-dessus de mes épaules, je vois où est-ce que les joueurs adverses sont, je vois où est-ce que mes joueurs sont positionnés. Quand je récupère la rondelle, je suis déjà en action parce que je sais exactement où est-ce que je m'en vais et qu'est-ce que je vais faire. Parfait. On va s'installer. Point de mise en jeu. Tu vas venir toucher par en avant le dessus du cercle. Tu vas patiner de reculons. Première photo. Puis par la suite, tu vas pivoter pour aller récupérer la rondelle. Puis je veux que tu regardes au-dessus de tes 2 épaules. C'est bon? Go, c'est parti. Alors, la position des patins est extrêmement importante. Vous voyez le joueur glisser vers l'intérieur. C'est pas un hasard. On veut absolument fermer le centre de la glace, donner l'extérieur. Donc, c'est une première chose très importante. La deuxième, après avoir feinté et récupéré la rondelle, on veut bien sûr que le défenseur protège cette rondelle, donc la position de celle-ci par rapport à son corps, que la rondelle, son corps soit entre la rondelle et l'adversaire. Ça, c'est très important. Et après, ça passe, bien sûr, continuer de patiner, de demeurer disponible pour une éventuelle remise de rondelle de la part d'un de ses coéquipiers, le cas échéant. Il demeure une option de passe. Mathieu, dans la première phase, c'est vraiment de regarder autour, de prendre l'information. Maintenant, si on va à l'autre niveau ou à deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, ça va être pas juste de faire le mouvement pour faire le mouvement, mais ça va être vraiment de prendre l'information parce que là, on va avoir 2 attaquants. Un va avoir le bâton dans les airs et l'autre va avoir le bâton sur la glace sans que le défenseur sache c'est lequel. Alors, il va falloir qu'il regarde pour trouver lequel. Détecter, ouais. Exactement, comme s'il y avait un échec avant puis il y avait un des 2 joueurs qui était disponible. Puis récupérer la rondelle et pouvoir exécuter rapidement. Être en action et non en réaction par rapport à ce qui se passe. Parfait, on regarde ça. On va s'installer. Parfait. Une chose. Prends le temps de prendre ton information des 2 côtés. Action en mouvement, oui. Sans dribbler la rondelle. C'est bon.
Donc, c'est important que la prise d'information, c'est avant la rondelle, avant de récupérer la rondelle. Le joueur a déjà identifié à quel endroit il va faire sa passe. Il est donc en mesure d'être très efficace lorsqu'il prend cette décision. Il a déjà fait l'identification de la meilleure option de passe pour lui. Et évidemment, il est donc en mesure de faire progresser l'attaque un peu plus facilement. Mathieu, c'est toujours intéressant d'avoir une même position des joueurs puis d'ajouter une composante avec les tirs au filet. Oui, puis en plus, on va travailler sur l'exécution des passes, qui est très important quand on fait une sortie de zone. Puis par la suite, mais travailler sur l'exécution du lancer, où est-ce qu'on va travailler ça plus tard dans les prochaines semaines aussi. Les joueurs vont faire la rotation, ils ne seront pas toujours aux mêmes endroits. Il y a les lignes de passe à surveiller. Ils ne doivent pas frapper leur propre défenseur là, exactement, dans les circonstances. Ça rajoute beaucoup d'éléments externes à juste récupérer la rondelle. Parfait, on regarde ça. Alors, c'est un exercice quand même qui demande pas mal de maîtrise, mais surtout qui fait travailler les attaquants aussi avec des tirs, le gardien de but. Alors, on a un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de difficulté d'exécution. On est en combinaison technique. C'est bien important que les joueurs apprennent à faire leur passe lorsqu'il y a de la circulation devant eux. Donc, de garder les lignes de passe bien ouvertes. Donc, il y a un petit peu d'attention là, avec la tête haute. Et donc, c'est un peu l'exercice prise d'information et s'assurer d'avoir la vigilance là, pour faire les passes adéquatement pour leur côté. Alors, Mathieu, il y a plusieurs éléments techniques à l'intérieur de la séquence qu'on vient de voir. Quels sont les plus importants? En premier lieu, il faut avoir le réflexe de prendre l'information. Trop souvent, on regarde trop le focus sur la rondelle, puis ça ne nous permet pas de voir ce qui se passe alentour. Okay. Avoir le réflexe de regarder au-dessus, mais le faire aussi, pas juste pour le faire, mais le faire dans une optique de prendre une information, puis après ça, qui va nous aider quand on va récupérer la rondelle à faire un jeu qui va être de plus en plus rapide. Oui. Le jeu de hockey, c'est excessivement rapide. Plus tu montes de niveau, plus ça va vite. Fait qu'il faut aller chercher des fractions de seconde un peu partout, puis ça en fait partie d'une. Après ça, bien, tu vas pouvoir faire ton action rapidement. Tu le sais où est-ce que tu t'en vas, versus pas le savoir, puis réagir à tout ce qui va se passer devant toi. Donc, l'information, prise d'information, ensuite protection de rondelle, évidemment. Oui. Suggestion d'exercice, vous voulez en avoir plus, rds.ca/play 360. Alors, Jasmin, première émission déjà terminée. Qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine? On va rencontrer Jean-François Bérubé, Danny, un gardien du monde du hockey professionnel qui a eu un parcours très intéressant qu'on va vous présenter à ce moment-là. Toi, de ton côté, tu as rencontré le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond. Oui, Sylvain Guimond, avec qui on a discuté de relations et de communication parent-entraîneur. Alors, un sujet très à la mode. Et également avec Mathieu Gravel, on voit comment se dégager en utilisant les feintes de la pression adverse. Tout ça la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.